Merci, professeur Jadin. Donc, je remercie le bureau du Collège national d'urologie de m'avoir associé à cette journée pour parler des dysfonctions sexuelles. Je remercie également Dr Nadir Jab qui m'a aidé à faire cette présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler des douleurs génitales lors d'un rapport sexuel qui est une plainte les plus courantes en pratique sexologique. Donc c'est une intimité qui a été longtemps interdite d'expression par le poids du tabou éducatif. Il faut savoir aussi que la prise en charge de ces troubles sexuels féminins est assez récente. Elle présente là des problèmes qui sont les plus difficiles à prendre en charge et à traiter efficacement. Donc la prévalence, si on voit la littérature, c'est une prévalence qui est sous-évaluée. Pourquoi elle est sous-évaluée? Parce que souvent on confond ces douleurs sexuelles ou douleurs lors de la pénétration avec des douleurs pelviennes et périnéales chroniques. Mais également, ce trouble est peu recherché par les équipes soignantes, peut-être par manque de temps, par défaut de formation sexologique et parfois par crainte d'impasse thérapeutique face aux patientes. Donc, si on voit la prévalence dans la littérature, dans ces études suédoises et américaines, dans une population générale de femmes qui étaient âgées de 18 à 60 ans, on a trouvé que la prévalence variait de 9 à 15%. Et dans la tranche d'âge des femmes qui étaient entre 18 et 29 ans, le risque était 2 fois supérieur, avec une prévalence de 20 à 23%, contre 6 à 8% pour les femmes qui avaient un âge entre 50 et 60 ans. Dans une autre étude américaine, sur une population de femmes sexuellement actives ménopausées de 40 à 60 ans, un tiers de ces femmes souffraient de dyspareunie de façon occasionnelle. Mais 10% des femmes rapportaient des douleurs de façon très fréquente, voire de façon constante. Ces dyspareunies sont responsables d'une diminution significative de la fréquence des rapports sexuels avec, dans la moitié des cas, on trouvait une sécheresse vaginale chez ces femmes ménopausées. Dans une étude française qui s'est intéressée à 519 femmes qui avaient un âge supérieur à 35 ans, moins de la moitié de ces femmes concernées par ce trouble avaient consulté. 20% avaient guéri sous traitement et 30% ont vu disparaître les symptômes spontanément. Donc on voit que même en France, les patientes ne consultent pas pour ce trouble sexuel. Donc 50% de femmes uniquement vont consulter pour ces douleurs lors du rapport sexuel. Donc on voit clairement que la prévalence finalement elle est sous-évaluée, elle est difficile à évaluer et globalement c'est un trouble qui va toucher une femme jeune sur 3 et une femme plus âgée sur 2. Quelles sont les définitions? Quelle est la nomenclature de ce trouble sexuel? Donc on va commencer par définir la dyspareunie. Étymologiquement, c'est difficulté parunienne, c'est l'accouplement, donc c'est des douleurs génitales récurrentes ou persistantes associées à un rapport sexuel. Il faut savoir distinguer les dyspareunies primaires, c'est-à-dire qui sont présentes depuis le début de la vie sexuelle, les distinguer des dyspareunies secondaires qui surviennent après une sexualité qui n'est pas douloureuse initialement. Également, il faut distinguer les dyspareunies superficielles et les dyspareunies profondes. Superficielles, c'est-à-dire c'est des douleurs qui sont de siège orificiel, vulvaire ou vulvo-vaginal, qui sont déclenchées dès l'intromission du pénis. Par contre, les dyspareunies profondes sont des douleurs du fond du vagin, voire parfois pelviennes, qui sont déclenchées par une pénétration profonde. Et donc là, l'interrogatoire il est fondamental et la description des douleurs va permettre d'orienter le diagnostic, même si parfois la distinction entre une dyspareunie superficielle et profonde est parfois difficile. Le vaginisme, donc, c'est un autre trouble qui est plus caricatural, donc qui est défini par un spasme musculaire involontaire et douloureux du tiers externe du vagin qui s'oppose à toute pénétration. Donc ce vaginisme il est secondaire à l'activation réflexe segmentaire des myomètres correspondant à la stimulation nociceptive viscérale qui est secondaire à un rapport sexuel douloureux. Donc ce trouble va rendre impossible toute pénétration et il est responsable d'évitement anticipatoire de tout contact sexuel. Donc
il peut avoir comme cause les causes psychogènes et des causes secondaires. Pour les causes psychogènes, généralement, on va trouver une histoire d'abus sexuels, de troubles de l'identité sexuelle. Et pour les vaginismes d'origine secondaire, ça peut être secondaire à une endométriose, des traumatismes obstétricaux, les infections et les inflammations chroniques. Donc les différentes descriptions de rapports sexuels douloureux ne constituent pas une entité distincte, mais c'est le résultat de l'interaction de plusieurs facteurs. Et d'ailleurs, comme on en a parlé tout à l'heure, les définitions ont changé depuis 2013. Et l'Association américaine de psychiatrie a regroupé ces deux troubles sexuels, à savoir la dyspareunie et le vaginisme, en une seule entité qui est appelée actuellement les douleurs génitopelviennes associées à la pénétration. Et pour définir ce trouble, il y a certains éléments qui doivent être présents. Tout d'abord, la patiente doit présenter une détresse cliniquement significative. Pour parler de ce trouble, il faut que la patiente présente un impact cliniquement significatif. Il faut que la durée des symptômes elle évolue de mois, au minimum depuis 6 mois. Et surtout, ce trouble doit comporter, donc il y a 4 items. On doit observer au moins de ces 4 items, à savoir une difficulté en lien avec la pénétration vaginale, des douleurs vulvo-vaginales ou pelviennes pendant les rapports sexuels ou tentatives de pénétration, une peur ou une anxiété du rapport sexuel, ou la survenue de tension ou contraction du muscle de plancher pelvien lors de la tentative de la pénétration. Donc, il faut que le trouble ait un impact cliniquement significatif et il faut que la durée des symptômes évolue depuis au moins 6 mois. Donc, pour parler de cette pathologie, on doit toujours revoir l'anatomie, l'anatomie du vagin, l'anatomie de l'innervation du vagin. Il faut savoir que le vagin, c'est un organe qui est pelvien et périnéal. C'est-à-dire, il va traverser 2 diaphragmes. Le diaphragme pelvien, qui est représenté par les muscles élévateurs de l'anus, et également le diaphragme périnéal, qui est représenté par le muscle transverse, les muscles bulbospongieux et ischio-caverneux. Le vagin est un organe complexe, déjà par sa dualité morphologique, c'est un organe qui est pelvien et périnéal, et complexe aussi par une dualité également fonctionnelle, donc c'est un organe qui va servir de sexualité et reproduction. C'est un organe qui est complexe par son contact étroit avec l'appareil urinaire et la partie terminale du tube digestif. Et là, toutes les pathologies qui vont affecter l'appareil urinaire ou digestif peuvent entraîner des anomalies d'ordre sexuel. Le vagin aussi va rencontrer au cours de son évolution, au cours de la vie de la femme, quelques évolutions au dépend des accouchements et des changements hormonaux. Donc le vagin, c'est un organe qui est très innervé. Il va recevoir son innervation essentiellement des nerfs pudendaux et également des plexus pelviens. Donc la densité nerveuse, il va varier de la superficie vers la profondeur, et c'est la face antérieure qui est la plus innervée. Donc le nerf pudendal, qui est le nerf le plus impliqué dans l'innervation, il se divise en 3 branches, pour une branche dorsale pour le clitoris, une branche périnéale donc pour les petites lèvres, et une branche rectale inférieure qui n'est pas vraiment impliquée dans les douleurs sexuelles et les douleurs pelviennes chroniques. Donc la dyspareunie symptôme est une entité hétérogène du fait des différentes formes de présentation clinique, les implications psychologiques et sexologiques, primaires et secondaires, et de la multitude des étiologies. Donc il est presque très difficile de définir une physiopathologie unique, et les différents mécanismes mis en jeu peuvent devenir autant de cibles thérapeutiques. Donc il faut savoir quels sont les mécanismes et les facteurs qui vont amener à avoir ce trouble sexuel. Donc en premier lieu, les facteurs médicaux, à savoir les changements hormonaux, les changements neurologiques, l'inflammation et les troubles musculaires du plancher pelvien. Également, les facteurs psychologiques. On trouve souvent chez cette patiente, il faut toujours rechercher une histoire. Il faut toujours rechercher une histoire d'abus sexuels, rechercher une dépression, un terrain qui est anxieux. Enfin, un éventuel état dépressif doit être toujours envisagé. Quand la femme dit « j'ai mal », elle veut dire parfois « je vais mal ». Les facteurs relationnels et la réaction du partenaire est aussi importante. Pourquoi ?
Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que cette réaction elle va jouer un rôle important dans l'allègement ou l'aggravation des symptômes chez la femme. Et c'est parfois l'insatisfaction sexuelle ou le défaut de stimulation érotique qui finissent par induire une disparition de la lubrification vaginale. Les conséquences de ces troubles sexuels, elle est double. Donc, psychologique, avec apparition d'une anxiété, altération de l'estime de soi, mais également sexologique, avec une réaction d'évitement, de baisse du désir, des troubles de l'excitabilité, etc., qui peuvent pérenniser le trouble douloureux et l'aggraver sous forme d'une quasi-organique. Quelles sont les étiologies de ce trouble sexuel? Donc là, pour parler d'étiologie, on doit rappeler que les dyspareunies sont subdivisées en dyspareunies superficielles et profondes. Pour les dyspareunies superficielles, généralement, on va trouver une cause infectieuse, que ce soit bactérienne, mycosique ou parasitaire. Et là, l'examen clinique, rien que par l'examen clinique, on arrive à trouver donc une explication à ce trouble sexuel. Également, les lésions dermatologiques. Et parfois, on aura besoin d'un avis d'un dermatologue pour identifier la cause et traiter efficacement ces lésions. Également, il y a les causes iatrogènes. Par exemple, les femmes qui ont un excès d'hygiène intime peuvent développer des troubles lors des rapports sexuels. Il y a certains médicaments qui sont responsables de sécheresse vaginale, les psychotropes, les hypotenseurs, les pilules microdosées en oestrogène, car ils vont donner des vulvodynies par défaut de lubrification du vagin. En post, il y a également des dyspareunies qui apparaissent après l'accouchement. C'est généralement des séquelles de traumatismes obstétricaux. C'est des femmes qui vont présenter des déchirures vaginales et des épisiotomies avec des cicatrices qui sont scléreuses et rétractiles, qu'on va rechercher à l'examen clinique. Les cures de prolapsus également sont pourvoyeuses de dyspareunie en post-opératoire, notamment les périneuropathies postérieures, qui vont être responsables soit d'une aggravation de la dyspareunie, mais également parfois de l'apparition d'une dyspareunie de nouveau. Et là, les différentes études comparant l'utilisation par voie vaginale des renforts prothétiques, synthétiques et biologiques à la chirurgie sans renfort évoquent les risques d'aggravation des symptômes douloureux lors de l'utilisation de ces prothèses synthétiques, notamment chez la femme avant la ménopause. Également, on va rechercher une étiologie systémique, à savoir le diabète, une maladie auto-immune. Une attention particulière qu'on va attribuer à l'atrophie vulvo-vaginale, qui est d'origine hormonale par la carence oestrogénique de la ménopause. Et là, le bénéfice du traitement oestrogénique local sur la trophicité vulvaire est donc là un impact majeur. Et donc c'est un traitement qui est largement recommandé dans le respect, bien sûr, des contre-indications. Une dyspareunie superficielle peut être également primaire, dans pas mal de cas, c'est secondaire à des anomalies congénitales, à savoir décloison vaginale et anémène, ou anémène qui est épais non dilatable. Ça peut être également d'origine urologique, donc les cystites infectieuses, les cystites interstitielles, les urétrites, etc., par proximité, donc par rapport anatomique étroit, vont être responsables de douleurs sexuelles lors des rapports. Une autre étiologie qui est actuellement bien connue, c'est les douleurs, qu'on appelle ça les vulvodynies, c'est des douleurs vulvaires de nature idiopathique. Et cette entité est subdivisée en deux sous-groupes, les clitorodynies, c'est-à-dire c'est des douleurs au niveau du clitoris, et les vestibulodynies, c'est des douleurs qui apparaissent au niveau du vestibule vulvaire, c'est-à-dire la zone qui est entre les deux petites lèvres. Donc les vulvodynies peuvent être provoquées, c'est-à-dire qui surviennent lors d'une pression au vestibule, spontanée ou mixte. Il est à noter que la vulvodynie n'est pas classée comme un trouble sexuel dans le DSM-5. Mais toutefois, elle est souvent associée aux troubles de la douleur génito-pelvienne et aux troubles de la pénétration. Donc finalement, c'est rare qu'on trouve que les vulvodynies, généralement, sont associées et intriquées avec d'autres troubles sexuels. Donc ces vestibulodynies, c'est un inconfort vulvaire chronique sans lésion visible et sans étiologie. Donc ça reste un diagnostic d'élimination. On peut retenir ce diagnostic qu'après avoir fait un bon interrogatoire, un bon examen clinique et
si nécessaire, fait les explorations nécessaires. Tout est négatif pour pouvoir retenir ce diagnostic. Est-ce que c'est une étiologie organique qui est inconnue jusqu'à présent? On ne le sait pas. Mais l'hypothèse d'une somatisation d'un problème psychique est le plus souvent retenue. Et donc, 3 éléments sont indispensables pour voir apparaître ce trouble. Un terrain particulier, une déstabilisation psychologique et un événement médical qui touche à la région génitale. C'est-à-dire une lésion, une intervention, une chirurgie qui va entraîner la somatisation sur cette zone génitale. Là, on va voir les étiologies des dyspareunies profondes. C'est complètement différent, ce n'est pas la même chose. Et en chef de file, l'endométriose, qui est une pathologie qui est vraiment fréquente, mais sous-diagnostiquée, et la dyspareunie profonde touche près de 60% des femmes atteintes de cette pathologie. L'intensité de douleur va augmenter avec l'intensité du rapport sexuel, la durée et certaines positions sexuelles. Le mécanisme de les lésions endométriosiques donc, va entraîner une réaction inflammatoire à la surface du péritoine, mais également des phénomènes pro-angiogéniques qui vont entraîner la croissance des terminaisons nerveuses et les phénomènes d'inflammation neuronale. On va observer des douleurs profondes plus intenses chez les patientes qui présentent une atteinte des ligaments utérosacrés. Ces femmes vont présenter des douleurs pelviennes qui irradient vers la région lombaire lors des rapports sexuels. Et c'est très évocateur d'une endométriose avec atteinte des ligaments utérosacrés. Deuxième étiologie des dyspareunies profondes, c'est l'adénomiose. Donc, elle est usuellement définie comme étant une endométriose interne à l'utérus. Donc, c'est une pathologie qui est assez fréquente chez les femmes jeunes entre 30 et 40 ans et vont se manifester par des dyspareunies profondes en phase lutéale. Pourquoi la phase lutéale? Parce que le taux d'oestrogène est élevé au cours de cette phase et l'oestrogène va être responsable de l'épaississement de l'endomètre. Donc, c'est des douleurs qui surviennent souvent en phase lutéale. Autre étiologie, donc le syndrome de congestion pelvienne, c'est des varices, des stases veineuses pelviennes, ovarienne ou utérine, et la rétroversion utérine qui peut être primaire ou acquise. Les infections génitales, les kystes de l'ovaire fonctionnels ou organiques, certaines, comme on a dit tout à l'heure, certains problèmes qui surviennent après l'accouchement, lacération du ligament large au cours d'un accouchement, etc., peut être responsable d'un utérus qui est anormalement mobile et douloureux. Les syndromes douloureux pelvipérinéaux chroniques, donc les douleurs qui surviennent lors des rapports sexuels peuvent s'intégrer dans ce cadre-là. Et essentiellement, ces douleurs pelviennes chroniques sont représentées par les névralgies clunéales inférieures et les névralgies pudendales. Ces deux pathologies qui se ressemblent, mais si on voit sur le plan anatomique, il y a quelques différences. Le nerf pudendal va innerver la partie supérieure des petites lèvres. Par contre, le nerf clunéal inférieur va innerver essentiellement la face postérieure de la cuisse et la partie supérieure de la fesse. Ces deux syndromes, ces deux pathologies qui sont aggravées par la position assise, mais c'est surtout le territoire douloureux qui va définir, ou plutôt orienter vers le territoire nerveux qui est atteint. Donc là, c'est un algorithme diagnostique de dyspareunie. Donc, on a une patiente qui consulte pour dyspareunie. Il faut bien interroger pour voir est-ce qu'il s'agit de dyspareunie profonde ou superficielle. Superficielle, on va rechercher une infection locale, une cicatrice d'épisiotomie, un problème d'atrophie post-ménopausique, etc. En cas de dyspareunie profonde, on va rechercher une infection pelvienne et en chef donc la pathologie la plus fréquente reste l'endométriose. Sinon, on va rechercher des problèmes psychologiques qui peuvent expliquer ces dyspareunies profondes. Donc, il faut toujours faire la part des choses entre cause, conséquence et vécu du symptôme. Le diagnostic de dyspareunie psychogène reste un diagnostic d'élimination, même en présence d'antécédents d'abus ou de violences sexuelles. Donc il faut toujours rechercher une cause qui est curable. Des problèmes psychosexuels, des conflits conjugaux ou relationnels, l'expression masquée d'un syndrome dépressif sont aussi à rechercher. Donc, qu'elles soient superficielles ou profondes, ces dyspareunies peuvent être le signe d'affections organiques et de troubles psychosexuels primaires ou secondaires. Donc, il convient, comme toujours en médecine sexuelle, de savoir faire la part
des choses entre cause, conséquence et vécu du symptôme dans le contexte de l'histoire personnelle, de l'histoire sexuelle et l'histoire du couple de façon générale. Donc l'interrogatoire d'une patiente qui consulte pour ce symptôme doit être patient et minutieux. L'abord est très souvent difficile. La patiente ne va pas facilement évoquer ce problème et la démarche est très délicate pour la patiente et généralement les femmes préfèrent que le médecin, c'est lui qui aborde ou évoque plutôt ce problème. Donc il va s'intéresser au siège de la douleur, le caractère primaire ou secondaire, l'intensité, la répercussion, la possibilité d'orgasme ou non, également le mode d'évolution, les conséquences psychosexuelles, les éléments qui peuvent déclencher, mais également on recherche des signes urinaires ou digestifs associés et une histoire d'abus sexuels. Donc on peut utiliser l'échelle EVA et des questionnaires standardisés de sexualité, de qualité de vie. Donc le plus connu, c'est le FSFI, qui peuvent être utiles, ces questionnaires, et peuvent aider à suivre objectivement l'efficacité d'un éventuel traitement. Donc là, c'est un questionnaire ou un interrogatoire qui a été publié dans le journal, dans cet article dans le journal Progrès en neurologie, qui permet d'explorer l'ensemble. Vous pouvez le consulter. Donc c'est un questionnaire qui permet d'explorer l'ensemble des dimensions des étiologies possibles des douleurs sexuelles. Donc en suivant ce modèle, théoriquement, on ne va pas passer à côté d'une étiologie détectable. Donc l'examen clinique doit être bien sûr doux, méthodique et progressif. Un examen classique abdominal, pelvipérinéal, examen de l'abdomen, examen de la vulve. On peut faire le test du coton-tige, c'est-à-dire on va effleurer la muqueuse vestibulaire. Ça va nous permettre d'avoir une cartographie douloureuse et localiser le siège de douleur, notamment en cas de douleur pelvienne chronique par atteinte d'une heure de pudendale. L'examen au spéculum, après bien avoir lubrifié, permet un examen complet du vagin et du col utérin. Donc, on va finir, bien sûr, l'examen par, si possible, bien sûr, réaliser un toucher vaginal et palpation des parois pelviennes. Déjà, l'examen clinique, il peut permettre d'évaluer le vécu psychologique du symptôme. En effet, le pronostic et la conduite à tenir ne sont pas les mêmes si l'examen gynécologique est possible, voire assez facile. Et à ce moment-là, ce qui est plutôt de bons pronostics. Par contre, si au contraire l'examen était vraiment très difficile, presque impossible à réaliser, et que le simple contact est vécu comme insupportable, là on est dans un cadre qui est plutôt de mauvais pronostics. Est-ce qu'on a besoin d'examens complémentaires? Oui, on aura surtout pour explorer, rechercher une lésion pelvienne annexiolo-utérine, on va faire une échographie. On peut faire des prélèvements bactériologiques vaginaux et ou urinaires si on suspecte une infection. L'IRM pelvien va permettre, si on va la demander si on suspecte une endométriose, et dans la majorité des cas, donc on va pas trouver grand-chose. Donc, comme on a dit, la prise en charge de ce trouble sexuel, c'est l'un des problèmes les plus difficiles à prendre en charge et à traiter efficacement. Et le premier objectif de la prise en charge, ce n'est pas de savoir si la douleur est une cause ou une conséquence du mal-être, mais plutôt de tenir compte de ce mal-être et de définir comment faire pour que ça change. Donc la prise en charge doit être globale, multidisciplinaire, intégrant les aspects organiques, mais également sexologiques. Il est important de mesurer le retentissement psychosexologique personnel au sein du couple. Donc, pour prendre en charge, donc, comme on a dit, on va rechercher une infection qui sera traitée par des antibiotiques, maladies auto-immunes, corticoïdes, etc. La thérapie donc, locale par des oestrogènes locaux va permettre d'améliorer la trophicité vaginale et vulvaire chez les femmes ménopausées. On peut être également amené à changer donc, de contraceptif par une pilule qui est plus dosée en oestrogène, qui va permettre d'améliorer la lubrification. Les anesthésiques locaux également ont été utilisés et ont démontré une efficacité, notamment dans les vulvo-vestibulodynies et les cervicites inflammatoires, et elles permettent une diminution de la dyspareunie d'introduction et de traiter cette hypersensibilisation. Les anesthésistes locaux peuvent être également utilisés en cas d'anxiété anticipatoire dans le cadre de sexothérapie corporelle et comportementale. Donc ces anesthésiques locaux, on peut les associer à des moyens locaux, à savoir des crèmes apaisantes, des pommades, des lubrifiants hydratants.
et ça donne de bons résultats. On a essayé également les antiépileptiques dans le cadre de traitement des douleurs neuropathiques ainsi que les antidépresseurs tricycliques peuvent être associés à ces thérapies locales. Chose importante, il faut toujours prévenir la patiente qu'elle n'assistera pas à une résolution brutale et miraculeuse des symptômes, mais plutôt à une réduction progressive de l'intensité de sa douleur. Et le fait d'informer la patiente que le résultat ne sera pas immédiat, ça va aider à augmenter l'adhésion et l'efficacité ressentie du traitement. D'autres thérapies, donc c'est de nouvelles approches, de nouvelles thérapies. Donc on a essayé de faire la stimulation électrique nerveuse transvaginale, neuromodulation des racines sacrées. C'est souvent utilisé dans le cadre du syndrome douloureux chronique du périnée. On a essayé également les injections de toxine botulique A. On a utilisé 20 à 50 unités autour de l'orifice bulbaire pour traiter donc les vulvodynies et le vaginisme. L'efficacité a été prometteuse malgré l'absence d'études contrôlées. La sexothérapie, donc, c'est un des piliers de la prise en charge de ce trouble sexuel. Et peut-être est souvent nécessaire parce qu'elle va permettre de réapprendre et va permettre à la patiente un réapprentissage de la fonction sexuelle. Ces thérapies comportementales doivent être effectuées en tranches de difficulté croissantes. On peut être amené à faire des exercices d'exposition progressive à la situation anxiogène, notamment en cas de vaginisme. Est-ce qu'il y a une place de la chirurgie? Donc la place de la chirurgie doit être ciblée et répondre à des lésions organiques clairement identifiées. Il faut toujours informer les patientes que la satisfaction post-opératoire est rarement complète et que l'aggravation est parfois constatée. Donc la chirurgie doit être toujours associée à une prise en charge psychosexologique et algologique. Donc pour le traitement chirurgical, on peut proposer une chirurgie de l'endométriose. Et les études ont démontré que seuls 25% des femmes qui ont subi une résection complète des lésions de l'endométriose ont rapporté une guérison complète. Et 50% de ces femmes ont rapporté une diminution de l'intensité de douleur de façon significative. Donc l'hystérectomie pour les douleurs pelviennes chroniques, c'est une chirurgie vraiment à proscrire avec des résultats qui sont très décevants. 21 à 40% des femmes vont rapporter la persistance de la symptomatologie douloureuse, 5% apparition de nouvelles sensations douloureuses et 14% donc aggravation des douleurs. Donc l'hystérectomie, c'est un geste qui est actuellement proscrit. Donc pour les vestibulodynies, on peut indiquer même des vestibulectomies partielles, c'est-à-dire on va enlever une partie du vestibule pour diminuer ces douleurs, mais les résultats sont controversés avec des récidives à moyen terme. Donc pour ce traitement chirurgical, il y a quelques facteurs prédictifs de mauvais résultats, à savoir un vaginisme préopératoire, une dyspareunie qui est primaire, une surface étendue de la douleur, un refus d'une sexothérapie associée, l'association à une candidose ou un état dépressif ou anxieux associé. Donc là, pour voir les points essentiels pour faire le tour de cette pathologie, qu'elle soit superficielle ou profonde, donc les douleurs sexuelles chroniques peuvent être le signe d'affections organiques ou de troubles psychosexuels primaires ou secondaires. Donc il convient, comme toujours en médecine sexuelle, de savoir faire la part des choses entre cause, conséquence et vécu du symptôme dans le contexte de l'histoire personnelle, sexuelle et du couple. L'enquête étiologique, il va tout d'abord rechercher une cause qui est curable, infectieuse, malformative, dermatologique, pour les dyspareunies superficielles et l'endométriose pour les dyspareunies profondes. Donc, on peut prescrire les anesthésiques locaux et des antalgiques, donc, qui sont parfois associés à des traitements et des moyens locaux qui peuvent donner de bons résultats. Il faut toujours donner une importance particulière à l'information. À l'information, il faut toujours rassurer la patiente et dédramatiser parce que c'est des patientes généralement qui souffrent de cette pathologie, il y a toujours
est très souvent un terrain qui est dépressif, anxieux, sous-jacent. Donc il faut prendre en considération ce point et rassurer les patients. Donc quand une femme va consulter pour des troubles sexuels douloureux, en cas de pathologie organique, le traitement va dépendre de la cause. En cas de carence hormonale, on va donner un traitement hormonal local en respectant les contre-indications. Les sexothérapies et les divers types de psychothérapie associés au traitement symptomatique sont indissociables. Donc c'est une prise en charge, c'est un programme thérapeutique qui est pluridisciplinaire qui va faire appel à plusieurs spécialités, plusieurs intervenants. Et voilà, merci pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour ce brillant exposé qui a fait le tour de la question. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, une question là-bas, puis ici. Bravo Ahmed pour ton intervention. Juste une question, comment tu penses, pourquoi est-ce que les femmes qui font des hystérectomies, ils développent après, soit c'est des troubles un peu, ces troubles de ces douleurs, mais c'est surtout les douleurs pelviennes chroniques. Donc quelle est l'explication un petit peu physiopathologique de la genèse de ces douleurs post-hystérectomie? Donc le mécanisme est fait par deux biais déjà. La fibrose post-opératoire. La fibrose post-opératoire, ça va entraîner une diminution de la souplesse vaginale qui peut être responsable de ces douleurs lors des rapports sexuels, mais également on a rapporté un mécanisme nerveux par le biais d'atteintes nerveuses, donc les post-opératoires, mais également la sexualité de la femme c'est intriqué. Les femmes qui ont subi une hystérectomie également vont rapporter un problème du désir sexuel, problème de l'orgasme, et tout ça c'est intriqué. Donc le fait d'avoir des troubles du désir également peut expliquer dans certaines situations, va entraîner un trouble de la lubrification vaginale et peut être responsable d'une dyspareunie. Donc c'est vraiment intriqué. Trouble du désir, trouble de lubrification, fibrose post-opératoire, mécanisme nerveux, c'est multifactoriel. Merci pour la présentation. Moi, je vais m'intéresser au volet urologique neurogène. Tu as cité que lors des cures postérieures des prolapsus, il y a beaucoup plus de dyspareunie chez les femmes. Et donc là, c'est la théorie neurogène. Ça rejoint évidemment le problème des bandelettes, de toute la chirurgie prolapsus de l'incontinence. Par ailleurs, moi, j'aimerais bien avoir une idée si tu as trouvé des relations entre la cystite interstitielle, qui est l'étiologie numéro 1 en matière de douleur pelvienne chronique, et les dyspareunies. Est-ce que maintenant, malgré les problèmes de traitement, est-ce que la chirurgie de la cystite interstitielle pourrait améliorer éventuellement les problèmes de dyspareunie, sachant que ça rejoint la question de Sibelhoma, c'est un peu comme l'hystérectomie, ça va toucher les nerfs, ça va toucher l'identité. Est-ce que ce problème de cystite interstitielle et de dyspareunie a été abordé dans la littérature, a été posé? Parce que là, c'est à peu près notre quotidien et c'est une des principales étiologies que nous voyons à nos consultations. Oui. Donc pour les cystites interstitielles, c'est une pathologie qui va donner des douleurs pelviennes chroniques et souvent associées à des troubles sexuels. Les troubles sexuels, c'est-à-dire des douleurs lors des rapports sexuels, dyspareunie profonde, plutôt superficielle. Et le fait de faire un traitement chirurgical, ça va, lorsqu'on parle de traitement chirurgical en matière de cystite interstitielle, c'est la cystectomie. D'habitude, c'est la cystectomie qui va soulager de façon définitive les douleurs. Donc ça a un impact, oui, sur la réduction des douleurs pelviennes, oui. Et le fait d'avoir une réduction des douleurs pelviennes chroniques, ça va améliorer la sexualité. Donc l'impact, si on voit un peu la littérature, on dit toujours que c'est intriqué. Est-ce que les douleurs sont secondaires à la cystite interstitielle? Est-ce que les troubles sexuels sont secondaires aux douleurs pelviennes chroniques? Donc c'est intriqué et généralement donc, le fait de soulager la patiente des symptômes de la cystite interstitielle, on observe une amélioration de la qualité de vie et une amélioration de la sexualité.